Bonjour et bienvenue dans le module de ce chapitre 4 qui sera consacré au rapport entre typographie et mise en page, un module assez court dont l'objectif est de faire le lien entre ce cours de typographie et le cours de système de mise en page. D'ailleurs, je vais souvent vous renvoyer à ce cours de système de mise en page puisque, je vous l'ai dit en début d'année, le lien entre typographie et mise en page, c'est que c'est la même chose à des échelles différentes. En général, quand on parle de graphisme, on parle de microtypographie pour désigner tout ce qui va de la création des lettres d'écriture, des caractères d'écriture, jusqu'à la composition d'une ligne, d'un paragraphe. Et ensuite, on parle de macro-typographie, donc de mise en page, pour tout ce qui va de la composition du texte, donc le paragraphe, jusqu'à la forme finale de la page, voire du livre, si on veut voir les choses de manière plus large. Donc dans ce chapitre, on va aborder la manière de mettre en page des documents. On ne va pas aller très très loin dans la matière, puisque donc l'idée est de vous pointer tous les indicateurs qui vous renvoient au cours de système de mise en page. Alors, quand on parle de page, on parle d'empagement. On a vu en système de mise en page ce que c'était un empagement. L'empagement est à la page ce que le cadre est au tableau, si vous voulez. L'empagement, c'est le fait de définir les marges, ce qui n'est pas trivial. Quand vous avez un logiciel comme par exemple InDesign ici qui vous propose des marges par défaut, elles sont presque toujours mauvaises. Ce ne sont généralement pas des valeurs intéressantes. Donc on va s'arranger pour trouver des systèmes pour empager. Alors comment faire pour empager? D'abord, empager, c'est quoi? C'est régler la taille des blancs autour du rectangle d'empagement. Ça veut dire qu'on va déterminer une dynamique visuelle avec un rapport étroit avec le format de page et le format de papier. Là aussi, je vous renvoie au cours de système de mise en page où nous avons largement abordé les questions des rapports hauteur-largeur et la question des formats de papier. Et comment empager? Ça dépend. Ça dépend de quel objet nous empageons. Pour une affiche, par exemple, il n'y a pas de page gauche et de page droite. Il y a un seul format, une affiche ou un prospectus ou une carte postale. On a une page qui est unique. Si nous avons des pages multiples, nous avons forcément des pages droites et des pages gauches, et donc ça va forcément varier. Donc, format de papier. Je vous ai déjà parlé largement de ceci. Voilà un petit rappel des formats anciens de papier. Je vous fais une petite remarque. In plano, in folio, in quarto, in six, in octo, in octavo, pardon, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le nombre de plis, tout simplement. Donc quand vous avez un papier couronne qui mesure 360 mm sur 460 mm, si vous le prenez à plat, in plano, il mesure 360 sur 460. Si vous le pliez en deux, in folio, ça veut dire avec un pli, eh bien on le plie toujours parallèlement au petit côté. Ce qui veut dire qu'on va avoir un format avec le grand côté divisé par 2, donc 230 par 360. In quarto, on va replier en deux, ça fera 4 pages à partir d'une feuille, et ainsi de suite. Donc les formats de papier sont la base pour le rectangle d'empagement. Les formats de papier sont au départ issus de la création manuelle des moulins à papier. On a, à partir de la Révolution française, grosso modo, la fin du XVIIIe siècle, on a l'arrivée des machines à papier. Ici, vous avez l'illustration de la machine de Nicolas Robert, un Français qui va inventer une des premières machines à papier. C'est pas encore bien industriel, on verra plus tard, on reparlera de format de papier. De fabrication du papier, pardon, et vous verrez qu'aujourd'hui, la fabrication du papier réclame des installations industrielles de très très grande envergure. C'est une des industries qui sont les plus spectaculaires et les plus imposantes, hein, donc on verra ça plus tard, mais effectivement, à partir du XVIIIe siècle, on a des formats qui sont standardisés, et donc on va arriver, comme nous l'avons vu dans le cours de système de mise en page, au format A, B et C, qui sont des formats qui sont standards et qui diffèrent des formats français et des formats américains que nous avons vus. Je passe rapidement là-dessus au cours de système de mise en page dont nous avons déjà parlé ici. Donc, comment empager? L'objectif d'un empagement, c'est de déterminer des tailles de marge et qui seraient harmonieuses. L'harmonie, c'est un concept culturel, c'est un concept esthétique. Ce ne sont pas des valeurs absolues, ce ne sont pas des valeurs qui sont communes à toutes les cultures, et surtout, ça s'exprime sur des relations mathématiques. Le format de page est lié au format de papier, le format d'empagement est lié
au format de page. Et donc on va définir des rapports, de la même manière que dans le papier, on définit des rapports entre hauteur et largeur. Eh bien, on va définir ici des rapports entre blanc et empagement, entre format de page et format du rectangle d'empagement. Alors vous le savez, certaines relations mathématiques nous semblent toujours harmonieuses. On a déjà parlé des 16 neuvièmes, des 4 tiers, des 3 demi, du nombre d'or, des suites mathématiques comme la suite de Fibonacci, etc. Dès lors qu'une relation visuelle entre deux grandeurs peut s'exprimer d'une manière qui utilise un système de relation, un rapport de proportion qui nous semble harmonieux, eh bien ce rapport euh, de quantité, ce rapport de taille nous semblera harmonieux et donc nous avons intérêt à l'utiliser. L'harmonie, la clé de l'harmonie, c'est quoi? C'est l'ensemble de distances ou d'éléments visuels en général qui vont s'harmoniser de la même manière qu'en musique. L'harmonie, eh bien, c'est la manière d'harmoniser des vibrations, des sons qui vont nous sembler intéressantes ou pas en fonction de certaines règles mathématiques que nous connaissons instinctivement et que nous allons reconnaître dans la musique que nous écoutons. Je reviens brièvement sur le nombre d'or, qui est un des rapports mathématiques les plus connus quand on parle d'harmonie. Voilà par exemple une vue en plan de la cathédrale de Dol en Bretagne. Visiblement, les bâtisseurs de la cathédrale de Dol se posaient la question du rectangle d'or, puisque vous voyez que dans le plan de la cathédrale, là vous avez quelques exemples, mais on retrouve effectivement des rectangles d'or dans les deux parties de la nef, il y en a d'autres dans le bâtiment. Je vous ai également parlé déjà de la Joconde, hein, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, dans lequel on retrouve un grand nombre de rectangles d'or. On retrouve même le nombre d'or carrément dans toute une image de Léonard de Vinci, qui est donc cette scène de l'Annonciation. Euh, et donc le rapport fils et le nombre d'or hein, est utilisé par les peintres énormément, par les peintres de la Renaissance. Ici, vous avez Botticelli, évidemment, avec la naissance de Vénus, où on a une quantité de rapports dorés qui sont présents là-dedans. Et bien entendu, on a déjà parlé de L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est un peu le parangon de cette recherche, puisque l'homme de Vitruve, c'est la projection sur l'être humain des rapports divins dans la construction du corps. C'est pas étonnant que ce soit à la Renaissance qu'on trouve un grand nombre d'œuvres d'art et d'œuvres scientifiques qui se réfèrent à la conception rationnelle de la beauté et de l'équilibre. La Renaissance, c'est le retour à l'Antiquité, le retour à la rationalité de l'Antiquité et l'émergence de la pensée rationnelle, de la pensée positive en Europe. Donc, il n'est pas étonnant qu'un rapport mathématique comme celui-ci puisse donner du grain à moudre intellectuellement aux artistes. Alors, le rectangle d'or, pour rappel, le nombre d'or en gros, c'est 1 pour 1,618 pour 1, pardon. Et donc, le rectangle d'or, il dit quoi? Il dit, eh bien, le rapport entre la petite partie et la grande partie, entre 1 et 1,618, doit être identique à le rapport entre la somme des deux et la grande partie. Donc 1 sur 1,618, ça fait la même chose que 2,618 sur 1,618. Voilà, ce rapport est identique. Le nombre d'or consiste donc à séparer un tout en deux parties inégales avec un rapport qui sera un rapport mathématique. Alors en graphisme, on va utiliser des valeurs approchées, des valeurs entières, parce que l'utilisation pure du nombre d'or, d'abord ça ne marche pas forcément, mais en plus, c'est tout simplement pas pratique. Ce rapport de nombre, il n'est pas forcément nécessairement extrêmement précis. Donc ici, voilà, vous avez des rapports entre petites et grandes parties et tout qui sont repris dans un tableau. Donc les rapports de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 5, de 4 à 6, de 5 à 8, de 6 à 10, etc. Je vous fais remarquer que là-dedans, vous avez l'esquisse d'une suite de Fibonacci, puisque le calcul de la suite de Fibonacci, vous le savez, c'est la somme des deux nombres précédents donne le troisième. En partant avec 0 et 1 dans la suite, on va avoir donc 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Et la construction de la suite de Fibonacci dans, dans des surfaces va nous donner une construction qui sera
un rectangle d'or et va nous permettre de construire des spirales d'or, etc. Je passe relativement rapidement sur ceci car ce sont des choses que nous avons déjà vues au cours de systèmes de mise en page et qu'il n'est pas forcément nécessaire de répéter plein de fois. Et je vous renvoie aussi au fait que les formats A, hein, les formats ISO, les formats A2, A4, A5, A6, etc., sont basés aussi sur une relation mathématique remarquable, avec un rapport de dimensions qui sont de 1 pour racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1,4142, etc. C'est très facile de tracer un rectangle de 1 sur racine de 2, vous tracez un cercle, vous prenez un carré dont un des côtés sera le centre du cercle et l'autre, le côté opposé sera situé sur la circonférence du cercle. Et puis vous avez deux rectangles au format A, au format 1 pour racine de 2, un vers le dessus et un vers le dessous, enfin à l'horizontale, plutôt un vertical et un horizontal. Voilà. L'ensemble du carré rouge et du rectangle jaune forme un rectangle au format A pour x. On a un rapport de 1 pour racine de 2. Les formats A, logiquement, vous les connaissez, ce sont des formats qu'on pratique assez souvent. Alors, en matière d'empagement, ces proportions et d'autres, plein d'autres, peuvent servir de base. L'important, c'est de mettre en place une relation d'harmonie. Pour définir les marges, nous avons quatre valeurs à définir. Je passe sur les valeurs de fond perdu et de ligne bloc, ce sont des valeurs techniques, on y reviendra par la suite lorsqu'on fera de la mise en page appliquée en deuxième année. Le blanc de tête, le blanc de pied, le petit fond et le grand fond sont les valeurs qui nous permettent de définir des marges. Pour rappel, petit fond et blanc fond, et grand fond, pardon, sont inégaux, on rapproche les pages, les deux rectangles d'empagement de la reliure, du centre de la double page, et le blanc de tête est plus petit que le blanc de pied. Pourquoi? Parce que on rapproche les pages du sommet, les empagements, pardon, du sommet de la page, parce que comme nous avons toujours tendance à donner plus d'importance à ce qui est en haut qu'à ce qui est en bas, si nous mettons deux marges égales, la marge haute va nous sembler trop haute. Donc l'approche simpliste, l'approche bébête de la mise en page, c'est de dire si on part de ça, ça va pas. On doit concevoir un système où les rectangles d'empagement vont se rapprocher et vont remonter pour avoir une cohérence graphique. Alors une approche simpliste, c'est de définir le blanc tournant avec une suite de nombres. 1, 2, 3, 4 par exemple. Les proportions des blancs ici ne sont pas 1, 2, 3, 4. Je vous ai juste mis les nombres dans les blancs. Mais par exemple, si on dit que le blanc du petit fond vaut 1, on pourrait dire le blanc de tête vaut 2, le grand fond va valoir 3 et le blanc de pied vaudra 4. Voilà. C'est ce qu'on appelle la rotation des blancs et c'est ce qui a été utilisé par exemple dans l'empagement médiéval. L'empagement médiéval, on a une rotation des blancs qui est 2, 3, 4, 6. Donc si on définit des marges avec cette rotation des blancs, on obtient ça. Si je vous le mets à plat, vous remarquerez que le blanc de pied est vraiment très très important. Ça nous semble assez bizarre. Remis dans un papier Bible, ça semble peut-être un peu moins bizarre avec la reliure, etc. Mais néanmoins, ça fait des marges qui sont très très grandes. Donc l'empagement médiéval, si on part d'un rapport hauteur-largeur, qui est celui de la Bible de Gutenberg, de 2 pour 3, la justification divisée par la hauteur du rectangle, ce sera également 2 pour 3. Le rapport entre le petit fond et le blanc de tête, ce sera également 2 pour 3. Le grand fond et le blanc de pied, ce sera également 2 pour 3. Le petit fond et le blanc de pied, ce sera 1 pour 3, etc., etc. Donc on trouve, en utilisant ce blanc tournant de 2, 3, 4, 6, on a un empagement qui a une cohérence graphique et en même temps, si on l'analyse du point de vue mathématique, on va avoir plein de rapports mathématiques qui existent entre ces blancs. L'empagement médiéval, on l'utilise très peu aujourd'hui, il est clair que ça fait des très grandes marges, donc il y a d'autres choses qui ont été inventées en cours de route. Je vous donne un exemple qu'on utilise peut-être plus encore vraiment, c'est le canon des ateliers. Le canon des ateliers, voilà, il y a deux variantes. Il y a un canon des ateliers pour un ouvrage un peu luxueux, un peu de qualité, et puis il y a un canon des ateliers pour l'ouvrage courant. Donc, je vous prends ici l'exemple pour l'ouvrage de qualité. Si on dit qu'on a un ouvrage dans lequel la justification, donc la largeur du rectangle d'empagement, doit occuper 2 tiers de la page. 2 tiers de la page, c'est peu, ça va donner des grands blancs latéraux,
et donc ça donne une idée de luxe. C'est pour ça qu'on dit un ouvrage de qualité. Je vous montrerai juste après le canon des ateliers. Dans sa variante pour un ouvrage courant, on dira bah, la justification, ça peut être 3/4 de la largeur de page. C'est plus, donc ça donnera des blancs plus petits, mais ça donnera quand même une harmonie. Alors, ici je vous explique. Justification 2/3 de la largeur de la page, donc ça veut dire que le blanc latéral à répartir entre petit fond et grand fond, bah, c'est 1/3 de la largeur de la page. Si on a une page de 30 cm, on aura 10 cm à répartir, puisque la justification, la largeur du rectangle d'empagement, vaudra 20 cm. Ce tiers de la largeur de page, c'est 10 cm dans mon exemple, bah, on va les répartir inégalement entre petit fond et grand fond. On va en mettre 40% en petit fond, 60% en grand fond. Et on va réutiliser cette valeur, qui est une valeur de blanc latérale, on va la réutiliser comme quantité de blanc à répartir verticalement. On va en prendre 50% comme blanc de tête et 70% en blanc de pied. Oui, ça fait plus que 100%, mais rappelez-vous, on utilise une valeur qu'on avait mesurée à l'horizontale pour calculer les blancs verticaux. Donc 40% petit fond, 60% grand fond, 50% blanc de tête, 70% blanc de pied. Par ailleurs, si je regarde le blanc tournant, vous voyez que j'ai un blanc tournant 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que je n'ai pas énormément de différence entre les marges, mais que j'ai effectivement une proportion qui est conservée par rapport au blanc tournant. Regardez ce que je vous ai dit du blanc tournant juste avant. Un canon des ateliers, un calcul d'empagement avec le canon des ateliers pour un ouvrage plus courant, ben on peut dire que la justification, ça peut faire 3/4 de la largeur de la page. Donc un peu plus, on aura moins de blanc. Donc le blanc à répartir, ce sera 1/4 de la largeur de la page. Eh bien, ce quart de la largeur de la page, on va toujours le répartir de la même manière, soit 40% en petit fond, 60% en grand fond, 50% en blanc de tête, 70% en blanc de pied. Donc la répartition reste la même, simplement on a moins de blanc à répartir. Voilà un schéma du canon des ateliers. La largeur du rectangle d'empagement, donc la justification, va être entre 2/3 et 3/4 de la largeur de page. Plus c'est proche de 2/3, plus ça semblera luxueux. Plus c'est proche de 3/4, moins ça semblera luxueux. Et ce blanc, on va le répartir sur les 4 blancs que nous avons dans l'empagement. Donc 4 dixièmes petit fond, 5 dixièmes blanc de tête, 6 dixièmes grand fond, 7 dixièmes blanc de pied. Voilà. 4, 5, 6, 7. À rapporter aux 2, 3, 4 et 6 de l'empagement médiéval. Remarquez que j'ai tracé des diagonales ici qui vont définir des points d'intersection intéressants et pas du tout aléatoires dans l'empagement médiéval. L'empagement médiéval va nous permettre d'autres choses, va nous permettre de calculer par exemple sur 2 feuilles de papier avec ce qu'on appelle la méthode du canon de Van de Graaff, nous permettre de calculer sans mesurer, sans diviser, sans faire de calcul, juste en traçant des diagonales et des parallèles, on va pouvoir dessiner un empagement médiéval. Il suffit de prendre les 2 pages, tracer une diagonale, tracer une deuxième diagonale. Sur la page de gauche, tracer la diagonale de la page. Sur la page de droite, faire pareil. Et ensuite, on va partir de l'intersection des diagonales, monter jusqu'au bord supérieur de la feuille, redescendre vers l'intersection des 2 autres diagonales, et à l'intersection de cette dernière ligne et de la diagonale de page, on a le premier point de notre rectangle d'empagement. On va le développer vers la droite jusqu'à la diagonale, vers le bas jusqu'à la diagonale, ensuite vers le bas ici, et rejoindre à l'horizontale, et on va obtenir un rectangle d'empagement dont les proportions sont identiques au papier, et qui est un rectangle d'empagement médiéval. Il y a des tonnes de manières de définir des rectangles d'empagement. Je vous en donne quelques-unes ici qui ne sont plus utilisées. On ne travaille plus aujourd'hui avec du canon des ateliers. Ce n'est plus ça qu'on fait. On travaille avec des marges plus petites, principalement pour des raisons économiques. Mais ça peut servir. Il y a des méthodes de tracé qui existent pour des grilles modulaires, par exemple. La mise en page en grille, c'est quelque chose aussi qu'on va voir en système de mise en page. Et donc, on peut travailler, par exemple, pour diviser un papier avec ce qu'on appelle le tracé de Villard de Honnecourt. C'est quoi le tracé de Villard de Honnecourt? Ben, c'est tout simple, en fait. On va travailler avec une diagonale maîtresse, la diagonale rouge sur l'écran, et puis on va tracer plusieurs autres diagonales qui vont nous permettre de diviser le format de papier.
Donc par exemple ici, on trace la diagonale noire qui va nous faire obtenir une intersection qui sera la moitié du format de papier. Jusque-là, rien de particulier. Mais si on repart de cette horizontale et qu'on retrace jusqu'au coin supérieur droit, on obtient une autre intersection. Cette intersection, c'est le tiers. Et si on retrace euh, une diagonale jusqu'au coin supérieur droit, eh bien on a le quart, et puis le cinquième, et puis etc. Et non seulement ça fonctionne à l'horizontale, mais ça fonctionne également à la verticale, puisque ce point d'intersection nous donne la division du format en 5 verticalement et horizontalement. Si on applique cette méthode et qu'on obtient une division par 9 sur la page, ben regardez, je vous ai retracé sur la division par 9 les diagonales de l'empagement médiéval et on obtient effectivement avec la méthode par 9. Si on utilise un blanc tournant euh, qui est de un rectangle en petit fond, un rectangle en blanc de tête, deux rectangles en grand fond, deux rectangles en rang de pied, en blanc de pied, eh bien on obtient un empagement médiéval. C'est la méthode de la division par 9, redécouverte par Jan Siecold au début du XXe siècle, mais qui utilise les canons médiévaux. Jan Siecold a révisé également le canon de Van de Graaff que vous voyez sur la gauche. Il a démontré que la hauteur du rectangle d'empagement dans ce cas-là était égale à la largeur de la page. Il a trouvé toute une série de méthodes mathématiques qui permettaient de retrouver des rapports mathématiques intéressants à l'intérieur des formats. Quel que soit le format de papier, la méthode par 9, ça fonctionne. La méthode par 9, c'est, si vous voulez, la réinterprétation moderne sous forme de grille modulaire du canon médiéval utilisé dans la Bible de Gutenberg. Il y a beaucoup de blanc, c'est peu économique, mais le système est très souple parce qu'il permet une division modulaire. Alors je prends un exemple qui est tout à fait moderne, voilà, une page d'un magazine autour du cinéma, où on parle de Jason Bourne. Eh bien, si je refais ma division, ici j'utilise la méthode de Van de Graaff, et donc je vais retrouver des rectangles d'empagement qui sont des rectangles médiévaux. Donc ça fonctionne. Les grands principes de l'empagement médiéval, c'est quoi? La hauteur et la largeur du rectangle d'empagement sont égaux ou plus ou moins égaux à ceux de la page. Ça se vérifie en tirant deux diagonales. Si les deux diagonales, celle du rectangle d'empagement et celle de la page, sont parallèles, alors les proportions sont les mêmes. Le grand fond doit être équivalent à 2 fois le petit fond. Le blanc de pied, 2 fois le blanc de tête. Et dans ce cas-là, on a un empagement médiéval. On retrouve des exemples comme ceci. Par exemple, avec un blanc, un petit fond ici qui est supprimé, qui permet une asymétrie qui va être intéressante. On travaille sur la double page et pas sur la page. On peut travailler ça uniquement avec des images et en aérant, en prenant un module sur deux. On peut travailler ça avec du texte, avec un blanc de pied généreux, mais qui va être occupé par une photographie, peu importe. Toutes ces méthodes de division, on va les retrouver dans le travail par grille, que nous aborderons plus largement au cours de systèmes de mise en page, et toutes ces approches de type mathématique, elles visent à mettre en évidence une organisation raisonnée de la page, une certaine logique dans la disposition des éléments. Au-delà des gabarits d'empagement, qui sont utiles pour les livres, évidemment, on va utiliser d'autres outils qui nous permettront de faire des pages uniques et d'organiser rationnellement les contenus. Donc on va effectivement, dans la mise en page contemporaine, utiliser beaucoup plus souvent les grilles de mise en page plutôt que les méthodes d'empagement dont je viens de vous parler. Alors les grilles de mise en page, qui peuvent être des grilles qui organisent la page ou qui organisent le rectangle d'empagement, ce, sont, ce ne sont pas des contraintes en fait. On a toujours tendance, quand on voit la mise en page en grille, à s'imaginer que ce sont des contraintes pour le graphiste. Ce sont des outils de facilitation du processus de décision. Quand on a une grille, on ne se pose plus la question de savoir où vont les éléments, on les place dans la grille. Évidemment, si on a une grille avec 5000 cases, ça devient très compliqué. Donc on essaye de trouver des grilles qui ont suffisamment de cases et suffisamment peu de cases pour faciliter le travail. La grille permet donc de faciliter la décision. Je mets mon élément sur la colonne 1 ou la colonne 2 ou la colonne 3, mais il n'y a pas des colonnes 3,76. Ça permet de positionner avec précision et homogénéité, donc d'aligner des éléments. Ça permet d'optimiser son temps de travail. Ça permet de gérer le flux d'informations, puisque si on a une grille rationnelle qui organise les éléments, bah forcément on organise les relations entre éléments. Et aussi, et ça c'est peut-être plus important pour les spectateurs de ce module, c'est que c'est un outil d'analyse.
Je vous donnerai plein d'exemples dans la fin de ce documentaire, de ce module. Je ne les commenterai pas tous, j'en laisserai certains sans commentaire pour vous permettre, vous, de faire votre analyse sur l'outil. Voilà. Analyser, mesurer, faire la grille, ça permet de voir pourquoi ça fonctionne, comment ça marche, si c'est beau, si c'est pas beau. Un rapport d'entreprise, qui est un document qui est extrêmement structuré, très long et un peu ennuyeux, eh bien, si on le structure avec une grille, il va être plus lisible, il va permettre de mieux comprendre son contenu, et c'est ça l'objectif. Alors, un exemple ici sur le web. C'est un site web qui utilise un système de grille. Vous ne le voyez pas forcément ici, mais nous voyons en tout cas 4 colonnes. Une cinquième colonne qui est le double des précédentes. Et puis verticalement, nous avons également des rapports de dimension. Un livre sur les grandes places publiques, bah, vous voyez que là, il y a un système de grille qui est carrément, dans ce cas-ci, explicité par le renvoi à ces lignes verticales et horizontales qu'on voit parfois sur les plans et qui sont utilisées dans la mise en page pour structurer l'image. La mise en place d'une grille n'est pas forcément synonyme du fait de tracer des lignes dans tous les sens, hein. Ici, vous voyez qu'on a une grille, on a simplement un rapport entre le petit fond occupé par la photo et le reste de la page occupé par du texte. Le rapport mathématique entre les deux est intéressant. On a ici une ébauche de grille avec un article de magazine. Ça fonctionne comment? Ben, nous allons retrouver ici à l'intérieur des dimensions, donc entre le bord gauche du bloc de texte et le L ici, on a une dimension qui va être placée de la même manière dans la page que ceci. Donc les deux blocs de texte ici commencent au même endroit et on voit qu'on a un élément limitant ici et un autre là et on est dans les mêmes dimensions. Vous allez souvent trouver des exemples intéressants dans les documents au format carré. Ici, par exemple, ça fonctionne comment? Vous avez une pleine page à gauche, une simple page à droite. Eh bien, vous avez un système de grilles. On pourrait redessiner en trouvant 9 cases où les grilles sont modulaires et sont utilisées de la même manière, symétriquement, sur les deux pages. Ici, vous avez également un article de magazine sur un film. Ça fonctionne comment? Ben, là où vous avez deux colonnes qui sont asymétriques, qui sont disposées petite colonne à gauche, grande colonne à droite sur les deux pages, et qui vous permettent d'obtenir une cohérence graphique à l'intérieur du format, avec une grande photo derrière, naturellement, qui va structurer le tout. Les unes des journaux, des quotidiens, sont des prototypes d'imprimés qui utilisent une grille. Dans un journal quotidien, généralement, on a énormément d'informations qu'il convient de présenter sur une surface, pas forcément la plus réduite possible, mais en tout cas relativement économique, parce qu'un journal, c'est grand et donc on ne peut pas étendre ça à l'infini. Donc vous allez avoir un système de colonnes, un système de rapport entre les largeurs de colonnes, avec des filets, avec d'autres choses qui vont vous permettre de structurer. Et en voyant la manière dont les choses sont utilisées, soit des blocs assez stricts, des grilles assez sages et peu de renvois, peu d'asymétrie, soit beaucoup plus d'asymétrie et des choses en oblique et des grandes photos, etc., vous allez pouvoir immédiatement juger du type de journal auquel vous avez affaire. Voilà une mise en page de Télépro où vous avez typiquement une mise en page qui est extrêmement chargée, donc avec 5 colonnes, toutes les colonnes séparées par des filets, et à tous les coups, dans Télépro, vous avez une photo qui va être détourée et qui va être habillée par le texte, qui va permettre de donner un faux dynamisme au texte, alors que les colonnes sont très très rigides et assez asymétriques. Voilà du contenu qui est totalement asymétrique dans une structure symétrique. Ça fonctionne comment? Vous avez d'abord une symétrie euh, avec un axe vertical, et puis vous avez 3/3 verticalement et quand même le texte qui va être placé au milieu dans le rythme vertical. Les colonnes elles-mêmes sont subdivisables horizontalement et verticalement, et donc vous avez une structure centralisée et symétrique. C'est un contrepoint de l'image qui, elle, va être asymétrique. On va donc hiérarchiser le flux et contrôler le flux avec les contrastes de la grille. Vous allez trouver ça souvent dans des mises en page qui emploient des grandes photos. Notamment ici, regardez comment c'est fait. Vous avez donc sur la page de droite le haut de la page avec un tiers de la page à peu près qui est vide. Et bien sur la page de gauche, on va réutiliser ce tiers pour y placer la partie la moins intéressante de la photo. Et donc, il va y avoir un lien entre le bord supérieur de l'objet et le bord supérieur du texte.
L'image est une accroche, placée dans la zone où l'œil débute naturellement, à gauche, c'est une invitation. L'orientation du meuble va amplifier le mouvement vers la droite, et le placement du meuble et ses proportions vont amener le regard directement sur le début du texte. Je ne reviens peut-être pas non plus spécialement sur la règle des tiers, que j'ai déjà abordée au cours de système de mise en page, mais je vous rappelle simplement que la tension, l'équilibre, le rapport entre horizontalité et verticalité sont très importants, en particulier dans la composition photo, en particulier lorsqu'on joue avec l'espace négatif, l'espace non utilisé, euh, et que au-delà des règles, il convient, quand vous faites de la mise en page, de créer une dynamique. Ici, la dynamique, c'est celle du vide et du plein, hein. Vous avez un décalage sur la droite et vers le haut des mannequins qui va créer un mouvement dans le regard et qui va simplement diriger le regard vers le visage des mannequins. On peut le faire simplement avec des photos. Vous voyez ici un livre avec deux photos, photo pleine page à gauche, et puis à droite, ça fonctionne comment? Vous avez réduction d'un tiers verticalement avec du blanc, réduction d'un tiers horizontalement, le texte vient remplir le tiers de gauche, la dynamique, elle vient de l'enchaînement des regards, avec une grande photo, et puis une photo en détail avec un contenu un peu plus dramatique, qui va donc amener le regard de la gauche vers la droite. Même chose avec ceci, on joue sur la taille des images, avec une image peut-être un peu plus timide à gauche, et puis on va affirmer le produit en regardant le lecteur sur la droite. L'image s'agrandit comme si on se rapprochait, euh, et elle est à droite parce que l'image de gauche est une version peut-être pas finie de l'image de droite. Donc on va avoir une organisation, une progression dans les visuels qui va nous donner envie d'aller plus loin et de tourner la page. La direction dans laquelle le mannequin est tourné joue également ce rôle puisqu'elle est tournée vers la droite pour nous et donc elle donne l'impression d'avancer vers la droite. Une grille, ça peut être simplement des colonnes. Une grille à colonnes, en fait, dans les rectangles d'empagement anciens, on avait toujours deux colonnes. Je vous ai déjà expliqué pourquoi la colonnade, puisque une colonne va toujours contenir, une colonne de texte va toujours contenir un certain nombre de mots. S'il y en a trop, on dit que les lignes sont longues, elles sont difficiles à lire. Une ligne longue, c'est plus de 10 mots. Donc on considère qu'entre 6 et 10 mots, on a des lignes qui sont d'une longueur normale. Moins que 6 mots, c'est une ligne courte, plus que 10 mots, c'est une ligne longue. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'on faisait de la justification, avoir trop de mots ou trop peu de mots, forcément, c'était un petit peu compliqué. Grille à colonne, donc, avec ici de nouveau une photo pleine page sur la gauche qui va simplement être une amorce de regard. Remarquez le tuyau blanc à l'horizontale qui dirige le regard vers la droite, qui tombe sur deux colonnes symétriques, mais qui tombe aussi sur une organisation verticale de la page en deux moitiés. Mon rectangle rouge est assez mal tracé, en fait on a deux moitiés qui sont symétriques, et donc le visuel va appuyer le texte de droite en transmettant le mouvement de ces sujets au regard. Grille à colonnes ici. Alors, je vous engage vraiment à faire ça. Prenez des visuels, mesurez, superposez des grilles, testez, regardez les rapports entre les dimensions, etc. Et vous vous rendrez compte que parfois, là où on croirait qu'il n'y a rien, il y a des choses, notamment, vous voyez, sur la gauche ici, le visuel avec les hexagones, en réalité, il a quand même une proportion qui rentre dans les deux tiers, puisqu'il débute au premier tiers et il se termine à peu près au deuxième tiers en haut. Donc il y a quand même quelque chose. Colonne asymétrique, on va l'utiliser beaucoup pour les notes marginales. Donc on va utiliser dans ce cas-ci par exemple 2 tiers de la page pour le texte principal, 1 tiers de la page à gauche avec des notes marginales qui viendront en plus petit. Carte de visite avec un rapport de 1 pour racine de 2, donc on est dans un format administratif, ça tombe bien, une carte de visite c'est plutôt administratif. Là aussi vous voyez que on peut utiliser les colonnes asymétriques et le rythme vertical. Voilà. Une affiche de Joseph Müller-Brockmann. La grille ici, elle est très très explicite. On voit la division avec des colonnes qui s'agrandissent en partant de la droite vers la gauche ou qui rétrécissent en allant de la gauche vers la droite. Un rythme vertical qui lui aussi, on pourrait retracer facilement la grille là-dessus. Je ne le fais pas. Je vous invite à le faire. C'est toujours très intéressant de voir comment le rythme se déroule dans un visuel comme celui-ci. Alors les colonnes peuvent être symétriques ou asymétriques. Colonnes symétriques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une symétrie axiale par rapport à la reliure. Asymétrique, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Les colonnes asymétriques sont toujours un peu plus compliquées à lire, mais elles vont donner une dynamique de lecture qui sera peut-être intéressante, ça dépend des projets. Mais ça existe en tout cas. Grille modulaire,
grille modulaire asymétrique. Là aussi, ce sont des choses sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir pendant 107 ans, puisque ce sont des choses que nous verrons en système de mise en page et auxquelles je vous renvoie sur l'utilisation des grilles et surtout sur les alignements de texte avec les grilles qui posent un problème particulier. Ça relève plutôt de la typographie, puisque vous vous doutez bien que si une grille doit être alignée euh, sur le texte, ça veut dire que le haut des capitales va déterminer le haut de mon bloc de texte. Par contre, ici, c'est la ligne de base qui va déterminer mon bloc de texte. Si j'ai une descendante, elle descendra plus bas. Et donc, si je dois aligner une image, je vais peut-être pas forcément, ça va pas forcément être facile de l'aligner sur le texte, puisque la hauteur de l'interligne et la hauteur de la capitale vont déterminer ce qui peut se passer à l'intérieur de mon bloc de texte et donc vont pouvoir éventuellement s'aligner de manière plus ou moins harmonieuse avec mon image. C'est pas tout à fait facile. Donc il existe des méthodes pour calculer ces empagements. Je vous renvoie notamment un petit utilitaire qui s'appelle Gridlicious, qui est un utilitaire qui permet de calculer ce genre de grille lorsque vous avez des images en relation avec du texte, qui vous donne les pas de grille pour InDesign, etc. Je ne reviens pas là-dessus, vous avez une vidéo dans l'école virtuelle qui est une petite démonstration de l'usage de Gridlicious, euh, qui est sur InDesign CS4, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne toujours sur les versions actuelles. Donc je vous engage à aller la voir. De nouveau, c'est assez technique, ce ne sont pas des choses que vous ferez, mais ça peut être intéressant. Ça vous donnera des indices sur les difficultés qu'il y a sur les relations entre texte et grille. Alors, les grilles apparentes. Lorsqu'une grille est apparente, ça veut dire que des éléments du visuel vont nous permettre de matérialiser les grilles. Exemple ici, les deux lignes blanches qui sont tracées sur la photo, hein, c'est exactement ça. Une grille peut être apparente parce qu'on va tracer des cadres. Une grille peut être apparente parce qu'on va utiliser des fonds. Une grille peut être apparente aussi parce qu'on va utiliser un truc totalement de mauvais goût avec des ombres portées et des marges et des machins. Ça, c'est vraiment pas beau, mais peu importe. Mais une grille peut être apparente aussi de manière plus subtile. Alors, je vous montre un générique d'une série que j'adore qui s'appelle Life on Mars, qui est une série des années 80, si je ne m'abuse, série de la BBC. Alors, j'attire votre attention ici. Regardez bien le jeu entre la grille, le contenu des images. Vous allez voir que ce sont des vignettes qui bougent, hein. Là, je vous ai pris une image fixe, mais ce sont des images qui bougent. Donc, c'est le générique avec des décalages temporels et avec des images dans l'image, avec des rapports entre les images. Regardez bien comment c'est fait, c'est remarquable. Et ça utilise évidemment une grille. Vous remarquerez que les cases de la grille sont homothétiques par rapport au format de l'écran, qui est un format 16:9. Alors, l'idée d'une grille, en fait, c'est simplement de prévoir des emplacements, des repères qui vont permettre de disposer régulièrement des éléments et de pouvoir jouer sur les ruptures de régularité pour concevoir des visuels avec un certain rythme. Et comme on a une grille qui va marquer des emplacements réguliers, on peut se servir de ça pour créer un rythme et qui aura forcément une certaine régularité. C'est un peu comme la même chose que la quantisation en musique ou l'utilisation de notes en musique qui ont toujours, qui ont des valeurs qui sont des multiples et des sous-multiples et qui permettent donc d'obtenir des choses qui sont régulières. On peut aussi jouer avec les grilles, hein. Je vous ai déjà montré ceci qui est donc une affiche de Joseph Müller-Brockmann, très connue. On a créé Joseph Müller-Brockmann a créé avec cette affiche un décalage. Dans ce cas-ci, le décalage est une inclinaison de 15 degrés qui va bousculer la grille. Donc on invente la grille avec le design suisse, avec le style international, et puis on le bouscule un petit peu en cherchant une variation. C'est un petit peu ce que fait par exemple un garçon comme Sol Lewitt, si vous connaissez un petit peu de l'art contemporain, Sol Lewitt, qui joue avec des formes géométriques régulières et développées, comme par exemple des développements de cubes, et puis qui introduit des variations, des irrégularités, et qui en traque les conséquences dans les développements successifs. Voilà. C'est un peu comme de travailler avec des fractales. Une fractale, c'est une méthode mathématique de déclinaison des régularités, et on introduit des irrégularités dans une suite de nombres qui vont faire que dans une fractale, on a quelque chose qui va simuler la complexité du vivant, par exemple. Voilà. Ou cette affiche-là, qui est une affiche de Paul Rand, avec également, voilà, ici on utilise en plus des formes géométriques, une grille, donc des alignements, des choses qui sont très régulières, l'utilisation d'une police linéale, plus l'utilisation des formes géométriques. Et donc on est dans la régularité plus
du décalage. Les inclinaisons, c'est un truc qui fonctionne très très bien. Ça peut fonctionner quand on incline le texte. Ça, c'est un vieux truc de graphiste qui peut fonctionner très très bien. Ça peut aussi fonctionner en inclinant simplement les axes. Donc ici, vous avez une affiche pour la sécurité routière par l'Automobile Club de Suisse. Et donc vous voyez qu'on a une conception qui est grosso modo verticale, mais l'inclinaison de l'axe de la roue va faire que on introduit quelque chose de déséquilibré, d'irrégulier dans l'image. Sur la base de quelque chose qui est régulier, qui est ordonné, on introduit une irrégularité, donc on introduit du mouvement. Dans ce cas-ci, on introduit une notion de danger. Pareil avec ce cycliste, avec la voiture, on introduit une notion de mouvement, de décalage, qui fait que voilà, il y a quelque chose qui se passe, la situation n'est pas figée, donc on doit faire attention, on doit être attentif à ce qui va se passer ensuite. Vous remarquerez qu'il y a du texte horizontal et du visuel qui est incliné. On peut jouer, tout à l'heure il y avait du texte, beaucoup de texte incliné. On peut jouer sur les deux. Regardez ici ce qui est intéressant dans cette affiche, c'est le jeu entre l'italique de Helder et l'axe du bloc qui est incliné. Alors le texte n'est pas incliné dans le bloc en haut à droite du visuel, ici. Le texte n'est pas incliné, c'est la ligne du bloc qui est inclinée. Par contre, les lignes de base sont bien horizontales. Et l'inclinaison ici correspond à l'inclinaison de l'italique. Ici, voilà, même chose, jeu avec des axes très centrés, mais avec un décalage à 90 degrés. Ici, jeu sur le reflet et la symétrie introduite par l'axe. Je ne vais pas passer mon temps à vous décliner toutes les analyses de ceci. Vous voyez que on joue avec l'inclinaison de ligne de base, avec les axes, avec les symétries, avec la grille aussi, et bien entendu avec le renvoi, avec les images de fond. Les axes, ça peut être des jeux rigolos comme ceci, avec un article sur le football, et puis des jeux sur les axes des personnages qui vont se renvoyer la balle, c'est le cas de le dire, pour dégaler, pour donner du mouvement, pour entraîner le regard du lecteur à travers la lecture du bloc. Ici, une affiche pour une exposition Jeunes talents de l'Académie royale des beaux-arts d'Angleterre. Et vous voyez qu'on a un jeu, alors là, sur une symétrie de forme. L'axe va être créé par la symétrie de forme entre le fer à repasser et la langue. Et on va jouer sur la juxtaposition de formes qui ont des points communs et qui ont des points pas communs. Mais on va encore une fois être dans la création de rapports de valeur, de rapports de quantité, de rapports esthétiques, cette fois-ci sur la qualité, donc sur des formes qui seront semblables à l'extérieur, mais qui ont des valeurs complètement différentes, évidemment, puisque fer à repasser et langue, c'est pas du tout la même chose. On peut également introduire des rapports d'échelle, petit objet, grand objet. On peut travailler avec les textes sans avoir nécessairement une grille explicite. Ici, on a simplement des textes en très grands caractères, et donc c'est quoi qui va donner la notion de rythme vertical dans ce cas-ci? C'est l'interligne, mais au-delà de ça, le texte est composé en capital, donc on a du texte, des lettres qui ont toutes la même hauteur, des textes qui varient, donc on a une variation verticale avec un rythme graphique régulier et une progression dans les couleurs. C'est pas une grille explicite, c'est un début de grille, mais c'est un rythme vertical. Ici, pas vraiment de grille explicite, on aurait bien du mal à tracer les grilles du rectangle d'empagement ici, bien que on puisse imaginer qu'on a quand même des colonnes, puisqu'on a un début de texte ici, un début de texte là, un début de texte là, mais même, j'ai pas l'impression que les trois colonnes sont symétriques, et surtout, j'ai pas l'impression qu'elles se répondent sur la page de droite. Mais par contre, on a une structure très forte, ce qui veut dire que la notion de grille à l'intérieur du rectangle d'empagement, c'est pas forcément une grille orthogonale avec des cases, mais ça peut être l'interaction du texte avec les éléments graphiques qui va donner une structure. Et dans ce cas-ci, les alignements sont très subtils, puisque vous avez effectivement des alignements qui sont verticaux pour les blocs de petits textes, mais vous avez un enchaînement de textes à l'intérieur des formes circulaires qui va créer une progression. Alors il y a aussi un rapport de quantité, ceci est plus petit que ça, et on a une progression ici de gauche à droite, et c'est ça qui va donner la dynamique de la lecture. Pareil ici, je vous laisse le soin de faire vous-même l'analyse entre les formes. L'absence de grille explicite est évidemment quelque chose de très très compliqué à utiliser. Je vous renvoie encore une fois au cours de système de mise en page, notamment sur ce que je vous y dis de la mise en page aléatoire.
Et n'oubliez jamais, quand vous faites une mise en page, donc quand vous structurez du contenu à l'intérieur d'un bloc et à l'échelle d'une page, que ce qui compte, c'est votre intention, l'impact en particulier émotionnel. Le graphisme, c'est avant tout de l'émotion. Le rapport entre la visibilité et la lisibilité, la surprise, l'impact, etc. Je vous rappelle aussi ce que j'ai dit quand nous parlions de la composition des livres. N'oubliez pas qu'il y a des éléments qui se mettent hors du rectangle d'empagement, en particulier les titres courants. Ça, c'est pas obligatoire. Les titres courants peuvent être dans le rectangle d'empagement ou en dehors. Par contre, les folios, les autres éléments graphiques, peuvent facilement être supprimés et donc doivent éviter la concurrence avec les autres fonctions de la page, et donc on va les placer en dehors du rectangle d'empagement. Attention, ceci ne concerne pas les notes en bas de page. Les notes en bas de page font partie du texte, elles doivent donc être dans le rectangle d'empagement. Par contre, sur les pages de titres, de faux titres, de chapitres, de garde, etc., bah là on va avoir forcément des pages qui seront composées différemment, puisque dans ce cas-là, il n'y aura pas de folio déjà, et puis on n'aura pas de texte suivi qui va s'enchaîner avec le reste du texte courant. Placer le numéro de page, ça peut se mettre dans plein d'endroits, en bas au milieu, à l'extérieur, en bas, tout en bas près du bord de page, à l'intérieur dans le petit fond, ça c'est peut-être pas le plus pratique. À l'extérieur, dans le grand fond, c'est une manière de faire. Il y a des éditions, par exemple les éditions du Bélial vont pratiquer ce système et il va même y avoir un petit gadget graphique qui va entourer le numéro de page. Les numéros de page peuvent servir aussi d'éléments graphiques structurants. Par exemple, ici, regardez sur les pages, les doubles pages qui sont à droite, vous avez des cercles rouges qui contiennent le folio. Ben, c'est évidemment un élément qui est très structurant au niveau de la page. Numéro de page ici situé en haut à droite, mais en rouge, et qui vont donc renvoyer au rouge du titre, et qui vont donc être intéressantes par rapport à la structure de page. Bref, tout cela, en fait, pour vous dire qu'il y a des éléments qui sont dans le rectangle d'empagement, des éléments qui sont hors du rectangle d'empagement, mais donc le lien entre la typographie et la mise en page, c'est quoi? Eh bien, c'est que les règles de la typographie, à savoir des règles d'harmonie, des règles d'alignement, des règles de structure, des règles qui sont dans de l'ordre de la lisibilité, vont devoir être utilisés et interprétés en mise en page pour créer des designs qui ont du sens et qui répondent à vos intentions. C'est là le lien avec le cours de système de mise en page auquel je vous renvoie, puisqu'évidemment tout ceci est développé beaucoup plus dans le cours dans le cours de système de mise en page, et en particulier quand je vous parle de système de mise en page non conventionnel, en particulier les systèmes aléatoires et autres. Voilà. Merci d'avoir suivi ce module.